Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour un match de poule qui portera sur un enjeu crucial qui pourrait redéfinir l'avenir de la France, la dette de l'État. D'un côté, Bruno défendra la thèse que l'État doit rembourser sa dette en plaidoyant pour l'honneur et la stabilité économique d'une nation face à ses engagements. De l'autre, Work opposera fermement, affirmant que ce remboursement est une illusion coûteuse, un poids inutile à l'abandon pour redéfinir les propriétés du pays. Ce débat revêt une dimension éthique ainsi qu'idéologique, tout en s'appuyant sur des aspects statistiques et économiques. Avant de commencer, je vais stipuler les modalités qui seront les suivantes. 5 minutes d'introduction de la part de Bruno, 5 minutes d'introduction de la part de Work, 10 minutes de discussion, 110, désolé, 110 minutes de discussion libre, et 1 heure et 10, désolé, je reprends cela, et finalement 5 minutes de conclusion chacun. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos intervenants pour qu'ils présentent leurs positions respectives. Bruno, je te laisse démarrer ton introduction. Oui, bonjour à tous, bonjour Work. Je te connais pas, mais bon, enchanté. Et déjà, disclaimer, je suis pas un troll, je suis juste espagnol. Donc oui, je vais parler de la dette française. Et puis voilà, depuis une certaine extériorité, même si j'habite dans ce pays qui m'a accueilli. Donc c'est parti, je vais défendre l'option comme quoi la dette française doit être remboursée. Il me semble aller de soi. C'est une position juste de logique et de sens commun. Et la seule possibilité de le voir autrement, c'est juste du moment où l'on prend l'État comme une institution sacrificielle, hem, toujours prête à suivre des logiques, rituelles de mort, de renaissance et un peu la logique girardienne, du sacrifice comme, à l'époque, du paléolithique où on gaspillait des tas de ressources, et on les gonflait puis on les brûlait. Hem Et il me semble qu'actuellement l'état du monde n'est pas prône à ça. Pourquoi? Parce que, du côté notamment écologique, on ne peut pas suivre ce type de logique. Les ressources sont limitées, plus limitées que jamais, et donc on ne peut pas, faire comme si la dette, l'économie, c'était un jeu d'enfant et juste, un jeu, une manière de démontrer qui en a la plus grosse et cetera. Puis pour au final, bon, neutraliser et couper toutes les dettes, que les uns, ont envers les autres. Il me semble que, il faudra payer de toute façon, la dette, parce que même si on l'annule, même si on la rembourse pas, ça aura des effets qui vont nous faire la payer d'une façon ou d'une autre, que ce soit de manière économique, que ce soit de manière écologique, humaine ou sociétale. Donc, je pense que la meilleure option serait de se conscientiser du fait que, heu, hem, au final, il faudra payer sa dette, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut penser déjà au fait de quoi faire après. Il faut escompter le fait qu'il faudra payer d'une façon ou d'une autre la dette et ensuite penser à un nouveau modèle. Car autrement, ça va être compliqué pour des sociétés qui sont, interdépendantes et qui ne peuvent pas, laisser, voilà, laisser un système économique trop complexe à la liberté de penser quoi faire lorsque la dette sera trop grande. Après je vais, sûrement il y aura lieu d'apporter des données, des statistiques. Mais, c'est vrai que l'État a suivi des logiques, d'endettement historiquement et c'est pas, une surprise. Il y a pas de quoi se surprendre. Mais penser que ça, cette fois-ci, va marcher alors que ça a foiré pendant 4010 ans d'histoire, c'est ce qu'il faudrait se faire voir. Pourquoi? Parce que, on sait que dès que l'État dépasse les 200 de dette ou 250, c'est-à-dire actuellement la France est à 115, 112 de son PIB en dette.
il lui reste la moitié à peu près pour sombrer dans la fatalité à laquelle on est tous avoués de par ce système de l'état du bien-être. Je vous épargnerai les rubriques socialistes, libérales. Ça, c'est pour tous les goûts. Chacun va dire que l'état actuel, c'est du néolibéralisme. L'autre va dire c'est du socialisme, c'est social-démocrate, machin. Peu importe, dans la technologie, c'est un état voué à l'échec. Donc, c'est un peu ça ma position. J'espère que Work aura d'arguments un peu voilà, difficiles à trouver et qui peut-être pourront nous être fructifères à tous. Parce que véritablement, je pense que sa position, ça va être assez chaud quand même. Et donc, je lui passe la parole. Je pense que j'ai déjà fait mes 5 minutes de parole. Donc voilà. Je Super, t'écoute. merci. Ok, oui, effectivement, c'est pas forcément très très facile de défendre la position. Est-ce que l'État doit rembourser sa dette? Moi, pour le coup, je suis assez clair là-dessus. L'État n'a pas besoin de rembourser sa dette pour plusieurs points particuliers. Le premier étant que faut bien comprendre que l'État, même si on est dans l'Union européenne et qu'on a une particularité qui est la BCE, on a quand même la capacité d'émettre sa propre monnaie. Et en fait, tout du long, je pense, de ce débat, il y aura vraiment une distinction importante qui devrait être faite entre la considération et la vision que nous avons de la relation à l'endettement entre un particulier, entre un privé et un État. Ce qui diffère, c'est quand même de nombreux points. Donc, comme j'ai dit, un État a la capacité de créer sa propre monnaie, contrairement à un particulier, ou alors c'est un faussaire dans ce cas-là. Il va avoir quelques problèmes avec la justice. Mais également le fait que en soi, pour un État, ce qui est important, ce n'est pas le montant de la dette, mais du moins surtout sa capacité à assurer le service des intérêts. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Je pense que tu connais très bien le principe de rouler sa dette, le principe du roulement de dette, qui consiste en fait que aujourd'hui la plupart des États très endettés ne remboursent, à vrai dire, jamais véritablement la dette initiale. Ils font simplement de nouvelles obligations pour rembourser le premier créancier et n'ont qu'à payer les intérêts successivement, ce qu'on appelle également la charge de la dette. On en reparlera. Donc, par ce principe de roulement qui est propre au fonctionnement des États, l'État peut perpétuellement continuer à faire rouler sa dette tant qu'il peut soutenir le remboursement des intérêts parce que finalement, c'est ça qui compte. Ensuite, il y a aussi une autre perspective qui est de bien comprendre que faire la chasse à l'endettement dans l'économie qui est aujourd'hui la nôtre en Europe, c'est-à-dire avec peu de perspectives de développement par le biais de l'extraction des ressources naturelles, ce qui est le moteur de développement économique de la majeure partie des pays du globe qui n'ont pas recours à des endettements massifs, eh bien, ça peut poser des problèmes économiques assez importants dans nos économies, dans la mesure où aujourd'hui on est dans un contexte avec des taux d'intérêt qui sont assez bas. Et puis, s'endetter, ça permet donc de financer des investissements publics qui sont essentiels pour la croissance et notre économie future. Il y a aussi un autre point qui est très intéressant pour soutenir le point comme quoi on n'a pas besoin et on ne doit pas spécialement rembourser la dette. C'est le principe de l'inflation. Aujourd'hui, on a quand même une inflation courante qui est assez faible, mais qui semble s'instaurer sur une perspective assez long-termiste. Et puis évidemment, l'inflation, ça permet de diminuer la valeur réelle de la dette. Donc, si en parallèle, sur le marché privé et des particuliers, la croissance des prix, elle reste maîtrisée, cela permet d'alléger la charge de la dette sans aucune intervention directe de l'État. Il y a aussi un autre point qui est peut-être intéressant d'aborder, c'est que, comme je le disais, il y a une distinction importante entre privé et État. C'est que là où un privé, il a une durée de vie, c'est-à-dire que moi, je contracte un crédit à l'âge de 30 ans en tant que particulier, on sait que d'ici 40 ans, pour une banque, je serai beaucoup moins à même de rembourser ce crédit. L'État, il a beaucoup plus une dimension, on va dire éternelle, beaucoup plus indéfinie dans son existence, parce que tant qu'il a un territoire, tant qu'il a une population, il sera là, il sera potentiellement en capacité de rembourser sa dette. Heu, Puis enfin, il y a aussi la perspective de se dire: «OK, demain, on veut rembourser, les 3 200 000 000 de dettes de l'État français. Comment est-ce qu'on fait?»
de toutes les solutions qu'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de solution viable qui n'impliquerait pas des politiques d'austérité absolument épouvantables pour tout le monde et qui finiraient surtout par couler le pays plutôt que de nous faire sortir la tête de l'eau. C'est à peu près tout. C'est bon. Merci beaucoup pour vos introductions respectives. Je vous laisse commencer la discussion libre. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne les tours de parole après, parce qu'on a dépassé les 5 minutes. C'est Ah non, le c'est bon, modérateur qui décide ou non, là, c'est nous c'est qui... vraiment discussion libre. Du coup, chacun d'entre vous va aller répondre librement. En fait, ce n'est pas, moi je pourrais dire ça. C'est pas tu parles pendant 5 minutes, ensuite 5 minutes, ensuite 5 minutes. C'est vraiment, les deux vous répondez un après l'autre. C'est comme libre. Je sais pas comment je peux dire plus simplement. D'accord. Tu vois ce que je dis, Bruno? C'est vraiment, fait, Ouais. mettons, tu peux attaquer ce que Work dit durant son introduction. Il va pouvoir te répondre directement. D'accord. D'accord. Je vois que Work a des ressources, bon, légitimes si vous voulez, mais le fait que ce soit possible, qu'on ait les mécanismes pour rouler sa dette n'est pas une excuse pour justifier ce système. C'est-à-dire, si l'on se base sur l'inflation, à long terme, ça va être un massacre. Ça va pas marcher. C'est-à-dire, et c'est très bien de d'informer, de renseigner à ta population de 60 millions de personnes ou 66, ne vous souciez pas du fait qu'on fonctionne à vie avec de la dette, puisque de toute façon, on a l'outil de l'inflation et il y a pas de souci, vous payerez plus, c'est tout, bah, non, ça marche pas comme ça finit pas comme ça. C'est-à-dire tu peux essayer, mais à un moment donné, ça explose. C'est-à-dire, même si le mécanisme en soi économique, c'est comme une machine, ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est que, c'est asymétrique et c'est pas tout le monde qui peut, fonctionner avec une inflation, de ce Je comprends. genre. Ouais, tu es au Les courant que je parlais rentiers, par pas que de exemple, ils l'inflation, je pourront compte pas pas que sur accepter l'inflation ça. pour rembourser la dette. Pour ne pas la Comment? rembourser du moins. Je compte pas que sur l'inflation pour ne pas rembourser la dette. C'est pas le seul mécanisme. Oui, c'est pour ne pas avoir à la ou à la soit pour la rembourser en voilà, Je de je manière en fait, beaucoup plus, que ce soit clair, aisée. je me permets pour que ça soit clair entre nous 2, j'ai simplement parlé de l'inflation pour stipuler le fait que c'était un cas, aujourd'hui, une dynamique économique qui semble s'inscrire sur le long terme. C'est-à-dire qu'on d'après les perspectives qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que l'inflation, elle est là en Europe et elle est là pour durer, à taux faible, mais elle est là pour durer. Et que cela favorise la politique qui consiste à dire: «Je ne rembourse pas ma dette». Tout simplement parce que, bah, forcément, en faisant perdre de la valeur à la monnaie en elle-même, mais le titre de créance reste équivalent, l'ensemble de ta valeur à rembourser, si tu veux, elle diminue. Donc c'est simplement un facteur qui favorise le choix de cette politique. Qui favorise. Oui, ce Ce qui n'est pas l'essence même de la politique de se dire je ne vais pas rembourser la dette. Oui et ce qui a d'autres problèmes, c'est-à-dire, l'euro déjà c'est une des monnaies de réserve, des devises internationales donc ça a des conséquences et si l'on se sortait de la logique, infernale de la dette, on rentrerait dans d'autres logiques. Donc c'est toujours pareil, des logiques par exemple industrielles qui sont à l'ordre du jour, qui et donc le problème, c'est que, il y a toujours, une des pattes de la table qui va être, boiteuse, manquante et ce qui nous aura fait rentrer dans cette logique-là, cette dynamique-là, c'est la logique de la dette au final. C'est cette mentalité comme quoi, bon, de toute façon, la monnaie, c'est quelque chose de voilà, de gazeux, c'est pas grave, à terme, on dévaluera la monnaie. D'ailleurs on parle de la dette de la France, on parle pas de la dette de l'Europe et la France, elle a pas moyen. Il faut avoir un superavit, commercial pour avoir, le droit de dévaluer d'une certaine façon sa monnaie à l'intérieur, au sein de l'Europe. C'est-à-dire, chaque Alors, pays, tu au mais sein de Reds, l'Europe possède sa propre monnaie et c'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui lui donne les droits d'acheter cette monnaie. Actuellement, il y a que l'Allemagne, les Pays-Bas et
pas beaucoup d'autres pays qui ont la capacité de le faire. La France, non, parce que voilà, elle est même en déficit commercial. Alors, déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais genre, depuis 2015, tu as ce qu'on appelle le rachat de dette. C'est-à-dire que la BCE peut venir voir l'ensemble des créanciers qui se sont adressés, par exemple, à la France et racheter les titres de la dette. C'est-à-dire que la BCE se porte garante du remboursement des titres de dette des États, en l'occurrence la France. Ça fait partie d'un des mécanismes par lesquels on peut user tout simplement pour bien repousser, on va dire, l'événement fatidique de rembourser l'intégralité de la dette. Dans la mesure où lorsque la BCE rembourse elle-même, c'est un peu comme si les États-Unis imprimaient davantage d'argent pour rembourser sa dette. C'est ce que les États-Unis font. Ce que je veux dire, c'est que par ce mécanisme de rachat de dette, en fait, c'est un peu comme si la France avait la possibilité d'imprimer de l'argent. Ça revient au même du point de vue économique. Mais tu sais, en Europe, le souci, c'est encore une fois la symétrie, c'est-à-dire l'Europe peut développer ces mécanismes, et elle l'a fait en fait, mais pour faire cela, il faut elle égalise les dettes, alors que c'est pas le cas. Le nord de l'Europe est peu endetté, le sud de l'Europe est très endetté, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Là, on est tous frais, si vous voulez. Quel est ton problème selon toi? Et le problème, c'est que pour faire ça, ce serait au détriment des pays du Nord. Et donc, heu, au même moment où elle réglait le problème avec le Sud, Excuse-moi, elle Red, juste provoquait 2 un secondes. conflit avec le Nord. Excuse-moi, 2 secondes, juste, comme ça, tu sais, on fait un par un, on essaye d'avancer un par un. Oui, oui. Tu me dis donc que, moi je te parle de la procédure qui est donc le rachat des obligations par la Banque centrale européenne, auprès de la France. Il faut bien que tu comprennes que, ce type de rachat et qui a eu lieu énormément pendant le Et Covid-19, c'est là où on a eu attends, le plus de rachats. Ça n'a aucunement influencé, l'économie des pays moins endettés. et bah, oui, à terme, oui, parce que oui, oui, c'est ça forcément, tu crées des euros, tu fais de la création monétaire, donc au final, ça va influer sur, tout un chacun. En quoi ça n'aurait pas influé? On peut être d'accord du fait que bon, avec la guerre, en Ukraine, il y a disons qu'on a des défauts de partout, et au nord de l'Europe et dans le sud, et de ce point de vue-là, on est dans la boue, dans les 2 cas. D'accord, ça se compense par le bas, mais le fait que nous soyons tous pauvres, c'est pas, régler l'affaire, c'est, la généraliser, quoi. C'est-à-dire, à la question de la dette, c'est rajouter la question énergétique et d'autres. Et donc, c'est aussi le Nord qui suit des dynamiques, voilà, totalement toxiques pour le Sud, qui lui est un peu plus aisé au niveau énergétique, parce qu'il est plus diversifié. Mais je ne vois pas exactement comment s'en sortir. C'est-à-dire, c'est pas par des beaux mots, des belles paroles qu'on va résoudre quoi que ce soit, puisque même si tu te sors de cette logique de la dette, c'est cette même logique qui t'aura poussé à d'autres labyrinthes, à d'autres impasses qui vont nous faire, que, qui font que soit nous nous conscientisons du fait que les dettes, on les paye, c'est-à-dire que c'est un principe même éthique, un principe moral et pas seulement économique. Soit on se conscientise de ça, soit on est dans le oui, mais on peut annuler la dette par la dévaluation, machin, et puis, mais ça provoquera une chaîne de problèmes qui va, voilà, qui va pas nous sortir du problème dans lequel on s'est mis, quoi. C'est ma Juste faire, perspective. je fais mention, Work. Tu as un petit peu de retard, Work. Je fais mention, après c'est Oui, 5 minutes. je je N'hésite vais pas avancer. à, tu sais, si tu veux pas par des questions, n'hésite pas aussi à comme interrompre, parfois, comme, dans le respect, évidemment, pour essayer de Mais comme, rattraper un peu le temps. Vas-y, vas-y, je vas-y, vas-y. préfère écouter tout ce que Red dit pour pas manquer, tu vois, et qu'on se Non, comprenne bien dans non, le débat. Donc là, je me note et non, après je reviendrai dessus. non, Donc fair du enough. coup, Red, Oui. tu me demandais que tu voyais pas en quoi le rachat des titres de la dette française par la BCE n'avait pas impacté les économies des pays moins endettés.
Heu, En fait, à vrai dire, lorsque l'on parle, souvent d'émission de monnaie, notamment dans notre cas concret pour rembourser la dette, souvent on dit: «Attention, ça va créer de l'inflation». C'est un peu, et je pense que c'est l'argument que tu souviens de dire: «Bah si, regarde, il y a eu de l'inflation, c'est le fruit de la politique de la BCE». Peut-être que c'est pas ce que tu disais, mais moi c'est ce que j'ai compris et c'est sans doute là où beaucoup de gens veulent y venir. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la et que ça produit de l'inflation, le fait Voilà. de Bon alors oui. laisse-moi te répondre là-dessus et après si tu veux on avancera. Il est vraiment important de comprendre où tu vois, là où je te dis, il y a une segmentarisation importante entre la considération de ce que doit être un État et d'un privé. À l'échelle de la finance internationale, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsque il est question d'obligations, lorsque la BCE rachète des obligations à l'État français, ça se calcule en milliards de milliards. Et il faut bien comprendre que, en économie, il y a 2 circuits d'économie. Tu vas avoir, le circuit de l'économie courante, c'est-à-dire pour les particuliers qui se chiffrent en milliards, c'est-à-dire tu vas acheter un hôpital, tu vas acheter une entreprise, ça va te coûter 10 000 000 grand maximum, tu vois? Tu vas avoir des grands chantiers comme ça qui vont se chiffrer en milliards. Cette économie-là, si tu veux, c'est l'économie de la sphère réelle. C'est-à-dire que c'est véritablement, ce qui influe le prix des marchés et ce qui considère de l'inflation. C'est-à-dire que, tu as, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu vas acheter, par exemple, quand tu vas lancer un projet immobilier, admettons, je suis, la France, je veux faire, un ensemble d'HLM. Lorsque je vais financer ces projets de construction d'HLM, je vais véritablement les payer en argent. Il faut bien considérer la différence entre ces investissements-là qui sont de l'ordre de l'économie réelle et les investissements dont nous sommes en train de parler qui se chiffrent en milliards de milliards qui, eux, ne se font pas sous forme de transfert d'argent, mais se font sous forme de titres. Et c'est bien là toute la différence. Pourquoi est-ce que les échanges de titres dans le système international n'influent pas la valeur du fiat, c'est-à-dire de la monnaie sur l'économie? Tout simplement parce qu'il est extrêmement compliqué de convertir et de balancer la valeur parfaitement hypothétique de tes titres en une valeur fiat. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, pour acheter des titres, tu ne peux quasiment que les acheter avec des titres, tout simplement parce que tu n'auras jamais assez de liquidité pour le faire. Et vice-versa. Si tu veux te débarrasser d'un grand nombre de titres, tu ne pourras que très difficilement le faire face à des liquidités. Et en fait, c'est en cela que lorsque l'on parle de rachat de dettes ou lorsque l'on parle de transactions absolument importantes, c'est-à-dire des actions par exemple, aujourd'hui on considère et on calcule la richesse des personnalités publiques en fonction de leur richesse par capital, en fonction de ce qu'ils détiennent de façon spéculative sur leurs entreprises. Je me suis perdu, j'ai reçu un message sur Discord en même temps. Bref, du coup, il faut vraiment différencier ces deux aspects dans la mesure où tu ne peux pas, si tu veux, acheter une baguette avec des actions, ce n'est pas possible. Et tes actions, du moins tes titres, tu peux très difficilement les faire passer en fiat, en argent réel. Et en fait, c'est en ça que, si tu veux, il y a une séparation stricte entre les deux mondes. Et c'est en ça que lorsque la BCO se fait racheter des titres ou revend des titres, en fait, ça n'impacte pas la valeur de la monnaie que nous utilisons. Si tu veux, en fait, c'est comme deux sources de monnaie. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, j'essaie de vulgariser un peu, c'est compliqué à expliquer. Ah oui, il y a une théorie, heu, mmh, alors, il y a une théorie d'un chercheur français qui dit qu'il y a toujours 2 monnaies en cours dans une société. Il y a la monnaie officielle, il y a la bon et ou plutôt la monnaie de base, celle qui est légitime. L'autre monnaie qui serait la monnaie, pseudo-monnaie, la monnaie pseudo-monnaie. Et le problème avec cette logique-là, c'est que c'est inversé quelque part parce que c'est normalement l'État, s'il suit un patron, comme à l'époque, les talons Nord, par exemple. Les talons Nord obligeaient aux États d'avoir une réserve en monnaie réelle, comptante et trébuchante, celle qui peut être, interchangée par tout un chacun, pas que par les États. Le problème là, c'est que, heu, tu le bon exemple qui devrait être cette entité qui gère la monnaie, c'est ce bon exemple, cette figure paternelle, si vous voulez, qui suit précisément le mauvais exemple. C'est-à-dire qui se base sur de la dette, sur de la pseudo-monnaie et cetera.
et les rôles sont inversés, quoi. Et donc, finalement, le problème est là. C'est-à-dire que tout est contaminé par la mauvaise monnaie et que même au niveau citoyen, etc., au niveau des gens euh, des, des, des bonhommes qui s'achètent des baguettes quotidiennement, c'est aussi contaminé, c'est pareillement contaminé c'est-à-dire tout est de la mauvaise monnaie actuellement, et c'est ça le souci, il ne reste plus de la bonne monnaie, quoi, au final. D'ailleurs, voilà, tout l'argent est digitalisé, numérisé, et c'est projeté de faire encore des pas dans ce sens-là. Et au final, ce que je pense, c'est, d'accord, et on a la dette dans la main gauche, dans la main droite, on a l'épargne des Français, parce que tu parlais des actions, etc. Mais au final, tout ça, c'est des investissements et de l'épargne, au final des Français. Et ce que l'on pense faire pour résoudre cette problématique de la dette, c'est de interchanger les mains et compenser l'une avec l'autre. C'est-à-dire, on va compenser la dette avec l'épargne, on va se servir directement, on va puiser dans l'épargne des Français et pour résoudre la dette. On a quoi? 3 milliards, 3 milliards, 6 milliards entre ces deux, euh, 6 000 milliards d'épargne des Français. Et pareillement pour la dette, avec la dette publique et privée, il y a un seul moyen, c'est de s'en servir, de se servir de cette épargne pour résoudre la dette. C'est pas voilà, avec des chiffres qu'on va régler la question. Parce que le fait que, oui, la dette, comme elle est installée actuellement, ne peut se rembourser que par des titres, par cette pseudo-monnaie dont on parlait, fiat et tout ce que nous voulons, une monnaie qui se base sur de la confiance, etc. Mais c'est ça le problème, il n'y a plus de confiance, l'avenir n'est pas reluisant, l'avenir n'est pas... et du côté démographique et du côté écologique et du côté social et civilisationnel, l'avenir ne permet pas une énorme marge à cette confiance qui permettrait de résoudre cette question, d'aller petit à petit aller en se rapprochant d'un système un peu plus, disons, proche d'un étalon, par exemple l'étalon or ou bimétallique ou peu importe, mais un étalon qui permette de, voilà, ne pas faire du levier, ne pas vivre de la dette à des niveaux. euh, bon, les banques, elles peuvent prêter 10 fois plus qu'elles n'ont de dépôt bancaire. Donc ça, voilà, c'est un 1000% de levier. Et Est-ce que pour je résoudre ça, peux oui, 2 secondes? basculer sur un système voilà, d'étalons, peut-être pas or, mais un étalon qui soit, voilà, qui permette de ne pas vivre sur la dette à 1000%, quoi. En fait, depuis tout à l'heure, tu as commencé par me dire, on a dans une main l'épargne française et dans l'autre la dette. C'est ce que tu m'as dit. Et Ouais. c'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. C'est que on n'est pas du tout dans les mêmes considérations d'échelle. Comme ça a très justement été dit, le volume de l'épargne en France, c'est 6 000 milliards. Je crois que c'est ça, il me semble. On revérifiera, mais normalement, c'est 6 000 milliards le volume de l'épargne des Français. La dette de la France, c'est 3 200 milliards. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout des mêmes ordres de grandeur. En fait, c'est vraiment incomparable. Et c'est en ça que je te dis qu'il y a vraiment une segmentation importante entre l'économie réelle et les titres dont il est question. C'est-à-dire la valeur d'une entreprise, d'une très très grande, d'un GAFAM, la valeur d'un GAFAM, la valeur d'un État, la valeur de la dette d'un État. Ce sont vraiment des mondes totalement différents. Et ces économies-là, et l'argent et la valeur qui sont dans ces économies-là, enfin du moins dans ces titres-là, sont, on va dire, incompatibles et n'interagissent pas et n'interagissent que très 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 peu avec l'argent que nous utilisons tous les jours. Donc ça, c'était vraiment là-dessus et je pense qu'il faut être assez clair, il n'y a pas d'interaction. Donc lorsque tu agis sur la dette d'un État en influant sur ta monnaie à grande échelle, par exemple
lorsque la BCE rachète des titres en France, ça n'influe pas sur l'économie des privés dans l'ensemble de l'Europe. Donc là-dessus, c'est un mécanisme qui est possible pour faire en sorte de ne pas rembourser la dette. Si tu me permets, je vais un peu peut-être avancer quelques autres arguments, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop dérouler depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi, qui était quand même le fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas rembourser et de continuer à ne pas rembourser la dette, c'est la baisse des taux d'intérêt. Tu n'es pas sans savoir que donc la charge de la dette, c'est-à-dire ce que nous devons rembourser chaque année en taux d'intérêt, et qui nous permet ensuite pour rembourser véritablement la dette au premier créancier, d'émettre un autre titre et de faire rouler la dette. Le principe de roulement de la dette, c'est difficile à expliquer, mais j'invite ceux qui comprennent pas forcément à regarder sur Google. La charge de la dette en France, en 2011, ça devait être quelque chose comme 45 ou 47, 46 milliards peut-être. En 2011, c'était 46 milliards. Et en 2020, donc avant la crise du Covid, c'était 24 milliards. C'est-à-dire qu'on a une hausse de l'endettement en France qui était exponentielle. En 2020, je ne sais pas, on devait être à quelque chose comme 98% du PIB. En 2011, on devait être à quelque chose comme, je ne sais pas, 70% du PIB d'endettement. Mais par contre, la charge de la dette en 2011 était plus importante que la charge de la dette en 2020, alors que nous étions plus endettés. Et en fait, c'est en ça aussi qu'il est important de prendre cette considération des taux d'intérêt bas. Voilà. Donc, tant qu'il y a des taux d'intérêt bas, on peut continuer encore et encore à utiliser ce principe de roulement de dette et à ne pas rembourser la dette. Tu vas peut-être aussi me dire que oui, mais regarde, aujourd'hui, on arrive dans une dynamique où la Banque centrale a augmenté ses taux directeurs. Les taux directeurs, pour ceux qui s'intéressent, c'est, on va dire, un peu la cible pour l'ensemble des agents économiques pour les taux d'emprunt. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et ça impacte aussi également les taux d'emprunt des États sur les marchés financiers. Oui, la BCE a augmenté ses taux directeurs, donc on a des taux d'intérêt qui, effectivement, ont grimpé ces derniers temps. Mais il faut quand même se remettre en perspective. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, certes, ils ont grimpé, mais ils sont de l'ordre de 4-5%. C'est très, très, très loin des taux d'intérêt qu'on avait en 2011 encore également. Et tout porte à croire que même si aujourd'hui la BCE a augmenté ses taux d'intérêt et tend à faire en sorte que les pays de l'Union européenne n'aient plus des taux d'intérêt quasiment négatifs, elle ne va pas aller au-delà, tout simplement parce qu'elle sait que ça dépend de beaucoup de pays et de puissances économiques européennes, que leur bonne santé financière et économique dépend de ces taux d'intérêt bas. Donc c'est en ça que, certes, il y a eu une légère augmentation, mais pas de panique là-dessus. La BCE en a conscience et on ne va pas franchir des taux d'intérêt plus élevés que ça. Si tu veux, on a de la marge. C'est-à-dire, oui, on a de la marge. Et en Russie, les taux d'intérêt sont peut-être à 15% facile. En Turquie, je m'imagine même pas. Mais ça va pas durer longtemps. Et tu disais tout à l'heure que, et c'est même moi qui avais apporté la donnée, comme quoi l'épargne des Français, des foyers des Français est à 6 milliards ou 6 000 milliards, alors que la dette publique, elle est à 3 milliards. Le problème, c'est que la dette privée aussi, elle doit être dans ces eaux-là. Donc le problème, c'est que si tu te sers de l'épargne des Français pour payer la dette publique encore, ce qui lui reste servira à payer encore la dette privée et ça suffira pas, puisque la dette privée est encore plus grosse que la dette française. Donc, au final, c'est pas parce que il lui restera au petit Français un petit peu la moitié de son épargne qu'il ne devra pas l'utiliser pour payer d'autres dettes encore du privé. Et donc, c'est toujours la même question. Et donc, après, oui, que les taux d'intérêt puissent être manipulés, c'est bon, c'est la base, c'est quoi, c'est normal. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est l'inflation dans ce cas-là. C'est-à-dire, euh, si tu baisses les taux d'intérêt, tu peux pas lutter contre l'inflation. C'est-à-dire, on se retrouve dans une impasse où soit tu augmentes les taux d'intérêt, ce qui implique
le service de la dette, ce que l'on paye pour les intérêts de la dette monte énormément. Et si tu disais, on est à combien ou voilà, on est peut-être à 5% du PIB pour le service de la dette, d'accord, mais si l'on monte les taux d'intérêt et pour lutter contre l'inflation, on va payer peut-être le 10, le 20, le 30% de toutes les recettes publiques. Euh, et si on ne fait pas ça, comme tu préconises, le problème, c'est que tu ne pourras pas lutter contre l'inflation et que ce qui se continuera les effets de la dette sera le citoyen d'à pied. Et donc, au final, c'est toujours la même chose. Et essaye de séparer l'argent, l'argent atmosphérique et stratosphérique de l'État de l'argent du petit citoyen. Mais ça marche pas. L'État, on est tous, on va dire, c'est nous tous qui payons des impôts. Si c'était juste s'il y avait juste un abîme entre les économies de l'État et l'économie citoyenne, bah, on ne payerait plus d'impôts, alors que c'est pas le cas. Donc, Alors, donc voilà. alors, OK. Il y a 3 choses, que j'ai retenues de ce que tu m'as dit. Premièrement, tu as commencé par me dire: «Ça va pas durer longtemps». Tu sais, je t'expliquais que selon moi, on allait, conserver des taux d'intérêt aux alentours des 4 et 5. Tu me dis: «Ça va pas durer longtemps». Donc ça, après, une fois que j'aurai fini, si tu veux bien, tu te le notes et je suis curieux de savoir que tu m'expliques pourquoi est-ce que selon toi, ça va pas durer longtemps et pourquoi est-ce que selon toi, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter? Donc ça, je veux bien savoir, je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Ensuite, tu me dis: «On va pas se servir de l'épargne des Français pour rembourser la dette de l'État». Et effectivement, je te suis là-dessus, il n'est pas question de se servir de l'épargne des Français pour rembourser la dette de l'État, mais il n'était pas non plus question de se servir de l'épargne des Français pour la rembourser, vu que ma position est de ne pas la rembourser. Ce qu'on rembourse, pour rappel, ce sont les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, qui substituent la charge de la dette et donc comme je te l'ai dit, alors j'ai pas les chiffres de 2024, mais je pense qu'en 2024, on doit être aux alentours des 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que, en 2024, on a dû payer 50 milliards d'euros au titre du remboursement des intérêts, ce qui est une charge et un poste de dépense, largement soutenable. En comparaison, de mémoire, alors vraiment il faudra vérifier, mais l'armée, le poste de dépenses les plus importants, ce sont l'armée et l'éducation en France. Ces 2 postes de dépenses doivent être aux alentours des 68 milliards chacun, quelque chose comme ça. Donc les 50 milliards de remboursement au titre, de la charge de la dette, c'est largement soutenable par l'État et on n'a pas besoin ni d'augmenter les impôts pour rembourser ça, ni, de se servir de l'épargne des Français pour rembourser. Donc ça, c'est pas nécessaire. C'est une dépense qui est, largement soutenable et tant qu'on continue à faire rouler la dette, il y a aucun souci. Ensuite, tu dis, un troisième point, il n'y a pas d'autre moyen, pour lutter contre l'inflation que d'augmenter les taux d'intérêt. Et j'ai l'impression que c'est ce qui te sert, de justification comme quoi les taux d'intérêt vont augmenter. Tu dis: «Bon, bah, vu qu'on a de l'inflation qui continue, qu'on va continuer potentiellement à lutter contre cette inflation, on va continuer perpétuellement à augmenter les taux d'intérêt». Peut-être que j'ai mal compris, mais moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Évidemment, Oui. je te rassure, ce n'est pas le cas. Les taux d'intérêt ne vont pas augmenter perpétuellement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, l'inflation, elle s'est stabilisée. Donc aujourd'hui, l'inflation est parfaitement stable. On a des taux d'intérêt qui sont aux alentours des 4 et 5 et l'inflation, elle est stable et on va continuer sur cette lancée. Et il n'y a pas de raison, a priori, parce que l'inflation, elle a été due à la crise du Covid. A priori, il n'y a pas d'inflation pour que, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une inflation plus forte et qu'on ait encore à nouveau besoin d'augmenter nos taux d'intérêt. Surtout que il est également fort à parier que si l'inflation continue à se stabiliser à ce rythme-là, on repart sur une dynamique descendante des taux d'intérêt selon la BCE. Donc on repartira peut-être aux alentours des 2%. Et à nouveau, si une crise survient, on pourra à nouveau peut-être également augmenter les taux d'intérêt pour y répondre, pour lutter contre l'inflation. Mais il n'y a pas que la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Et l'une des raisons pour lesquelles il est important de considérer le fait qu'on ne doit pas rembourser la dette publique est tout simplement parce que l'un des moteurs importants qui permet de lutter contre une inflation excessive, c'est également les investissements que fait l'État grâce à sa dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes la croissance de la France et le calcul du PIB de la France, il est quasi majoritairement basé et en partie sur le poids de l'État sur son économie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as énormément d'entreprises françaises qui ne vivent que et quasiment que du rayonnement que l'État fait de ses dépenses qui sont financées par la dette. C'est-à-dire que par le biais des appels d'offres et des appels publics que la France fait auprès de ses prestataires, c'est comme ça qu'il y a un peu, si tu veux, une sorte de ruissellement, évidemment, lorsque l'argent ne va pas à l'étranger. Il y a un peu une sorte de ruissellement comme ça dans l'économie française. Et une bonne partie de notre PIB et de la croissance économique que nous avons aujourd'hui, elle est produite et elle est permise justement par l'endettement de nos pays et l'endettement de la France. C'est-à-dire que demain, si on arrête de continuer sur ce rythme d'endettement croissant, eh bien évidemment, on va avoir aussi une perte de croissance directement. Donc si tu veux, c'est un peu contre-productif de se dire on va arrêter, on va rembourser la dette, donc on va moins s'endetter parce que tout simplement, le fait de s'endetter permet aussi de lutter contre de l'inflation et de stabiliser cela et de ne pas donc avoir à augmenter les taux d'intérêt. Eh bien, le problème, c'est que le calcul de l'inflation, tu dis que l'inflation s'est stabilisée, peut-être certainement qu'elle n'augmente pas comme elle l'avait fait à partir de la guerre en Ukraine. Et après, le calcul de l'inflation, il est biaisé. Et on a fabriqué une manière de le calculer avec un panier moyen qui ne qui ne reflète pas la réalité. C'est-à-dire que l'inflation, elle doit être dans les 10% peut-être, mais on va mettre 2%. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas tout ce qu'il faut mettre dans le panier. Et donc, et déjà, il y a ça, il y a le calcul. Et puis, sur la croissance basée, croissance basée actuelle du PIB, qui est basée notamment sur le poids de l'État, bah, c'est pas le poids de l'État comme s'il était très fort. Non, non, c'est parce qu'il est très lourd. Parce qu'il est très lourd et c'est pas une croissance qui rapporte, qui puisse euh, aider à faire fonctionner la chose. Pourquoi? Parce que c'est pas efficace. Et donc, et c'est basé cette croissance-là, c'est comme Emmanuel Todd disait que oui, c'est vrai, la Russie, n'a que le PIB de l'Espagne ou de l'Italie. Oui, d'accord, mais l'Espagne et l'Italie sont remplis de quoi? Bah, je sais pas, des métiers qui servent à rien. Des métiers pas industriels, pas du secteur primaire, pas du secteur secondaire, mais du secteur tertiaire et encore du mauvais, quoi. De la bureaucratie fonctionnariale et cetera, des tas de postes créés, voilà et donc discrétionnellement. Donc au final, c'est un poids, celui de l'État, qui ne permet pas de dire: «Oui, mais la croissance, le PIB majoritaire est public, donc c'est là où est notre force». Non, c'est au contraire, c'est un poids lourd, c'est un poids mort, c'est un lest pour l'économie. Il ne peut donner que et le problème, c'est que ce parasitisme-là, qu'on a envers l'État, avec le secteur, public, c'est que et ça va casser d'une ou d'une autre façon. La France encore heureuse parce qu'elle a un système pour la toujours, efficace d'électricité avec de l'électricité nucléaire et autres. Mmh et même si bon avec, le bon Emmanuel Macron, bah, on avait commencé à fermer même des centrales. Mais disons à même le moyen terme, on est mal barré, sur, les questions énergétiques et le problème, c'est que, heu, ils vont pas nous suivre avec cette, logique de oui, des taux d'intérêt machin. Pourquoi? Parce que même si on sera capable de rembourser les intérêts de la dette, elle sera toujours aussi haute et on va vers un monde qui va c'est-à-dire, il suffit pas que tu me rembourses les intérêts. Il faut être bien noté. Il faut que ta dette soit bien notée dans les agences de notation de dette. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, le fait que tu sois capable de rembourser ta dette n'empêche pas le fait que tu es endetté. Il y a des pays qui ne le sont pas. Donc le marché
va faire un arbitrage entre les pays qui, même s'ils sont capables à même de payer leurs dettes, bah, ils ont une dette, et les pays qui ne l'ont pas. Par exemple, la Russie ne l'a pas, par exemple, et plein d'autres pays. C'est ce modèle, ce modèle de, un peu plus salutaire, je pense, de ne pas, se baser sur cette, dynamique totalement, toxique et circulaire de la dette, et sur la manipulation nominale des taux d'intérêt, machin. C'est cette autre logique qui va prévaloir. Hem, Pourquoi? Parce qu'au final, les questions, les problématiques que nous envisageons, c'est des problématiques tic historiques et géopolitiques et de ressources. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a plus de ressources, et c'est les États qui en ont, qui peuvent se passer de dettes. C'est pas une affaire de rembourser les intérêts ou pas, c'est une affaire de, dans l'absolu, de dette. C'est, Alors, est-ce qu'il y a c'est un petite pays qui question. peut se passer de la dette ou pas? C'est la question, quoi. Je suis super Petite ça question. nous Tu permet me à la parles. moitié. Je pense que c'est absolument à la moitié du débat. Je sais pas si vous voulez une petite entracte de 5 minutes ou vous voulez continuer directement le débat? Ouais, Non, on et peut continuer. Oui, c'est bon, oui. allez, vas-y, tu es un petit peu le retard work, ça dit en passant, ça va faire mon tour. Oui, oui, ça va venir, je vais le rattraper. Une petite question, donc tu me parles de l'INSEE, de l'inflation. Tu me dis: «Oui, mais l'inflation, c'est un calcul qui est biaisé». Aujourd'hui, en France, c'est l'INSEE qui s'occupe de collecter les données relatives au calcul de l'inflation. Quels sont les critères et quelles sont les catégories qui, selon toi, devraient rentrer dans le calcul de l'inflation et qui ne sont pas présentes pour dire que le calcul de l'inflation est biaisé? Quels sont les secteurs qui ne sont pas présents et qui devraient l'être? Je pourrais te chercher ça, je connais pas, je suis pas, à jour, mais lorsque j'ai entendu parler de ça par Pour des gens moi, qui aujourd'hui, entre nous, pour moi aujourd'hui, le calcul de l'inflation, il est bon, le calcul du PIB, il est bon. Un temps, il ne l'a pas été effectivement. Un temps, il y avait des sections qui sont manquantes, mais je t'invite un peu à regarder l'évolution des méthodes de calcul de ces différents indices. Ils sont revus chaque année, on ajoute, on retire des choses en fonction des éléments qu'on a notés, pour faire en sorte que ces indices soient les plus fiables possibles. Alors peut-être c'était un temps. Aujourd'hui, en tout cas, l'inflation, à mon sens, je le trouve plutôt bien calculé. Il y avait aussi un autre point que tu as abordé qui est l'aspect de la notation. Tu me dis, il faut que, la dette, l'État français soit correctement noté auprès des agences de notation. Donc du coup, pour les gens qui écoutent le débat, s'il y en a, je sais pas combien on est, mais, les agences de notation, qui pour rappel, ce sont donc des institutions bancaires un peu internationales. Il y en a 3. On l'appelle les big 3, donc c'est un peu, des entreprises, si vous voulez, qui s'occupent de noter, de dire, si tel ou tel investissement représente un risque pour, les investisseurs. Donc, vu que la France, elle emprunte, elle fait des emprunts, les agences de notation donnent des notes qui sont avec des systèmes de lettres, donc ça va de triple A, enfin ça dépend des agences, mais généralement c'est comme ça, triple A c'est la meilleure note, jusqu'à, je sais pas, C, D ou peut-être même E, et cetera, et cetera. Sur le point des notations, la dette de la France, souvent on voit chaque année, enfin peut-être tous les 2 ans, on voit, dans les médias sur dire que Moody's, Fitch, Standard& Poor's, ils ont diminué le taux de notation de la France. C'est-à-dire que, l'Allemagne, par exemple, elle a une note de triple A. C'est-à-dire que vraiment l'Allemagne, elle est, aux yeux de ces agences de notation, elle est vraiment, parfaitement sûre. C'est vraiment le placement le plus sûr. En France, on est AA. Donc, ou on est A- peut-être, ou on est AA. Il me semble on doit être AA, à vérifier. Donc en fait, on fait quand même partie des pays dans le monde qui sont les mieux notés. Donc là-dessus, pour l'instant, il n'y a toujours pas de drame à se faire. Effectivement, on n'est pas aussi bien noté que l'Allemagne, mais on est quand même fait partie des pays dans le monde qui sont très très bien notés. En comparaison, toi, Retz, tu es de nationalité de base, tu es d'origine espagnole. L'Espagne, c'est A- déjà. Donc l'Espagne, c'est A-. L'Italie, qui est un pays de merde, effectivement, je valide, c'est BB. Donc c'est encore moins. Enfin voilà, on a un ensemble comme ça de pays. ouais, c'est On pour a un nous, ensemble de pays qui sont très mal notés. ouais. Est-ce que c'est si important que ça? Parce que la question qui est derrière, c'est est-ce que la notation, des pays influe véritablement sur les taux d'intérêt et donc in fine la capacité de remboursement des pays? Eh bien, j'ai le malheur de te l'annoncer que non. Pourquoi? Effectivement, si tu es un Chilien, effectivement, si tu es un Argentin ou, tu es un Congolais ou j'en sais rien, n'importe quel autre pays en dehors de l'Union européenne,
effectivement, la notation de la part de ces agences a une influence capitale. Mais pourquoi est-ce qu'en France et surtout en Europe, ça a peu d'influence? En fait, c'est très simple, tout simplement parce qu'on est en Europe. Et en fait, le principe d'une coalition, c'est que puisque l'on partage nos économies et que de surcroît, nous n'avons pas la gestion pleine de notre monnaie, cela rassure davantage les investisseurs. Et en fait, aujourd'hui, dans le calcul des taux d'intérêt qui sont accordés aux pays de l'Union européenne pour leurs dettes, il est important de considérer l'ensemble des notations de l'Union européenne. Donc même si la France, qui choisit demain de ne pas rembourser, du moins de continuer à faire ce qu'elle fait depuis 1974, parce que c'est depuis 1974 qu'on ne rembourse pas notre dette. On ne l'a pas remboursée depuis 1974. Si la France aujourd'hui peut se permettre de continuer à faire cela, c'est grâce à l'Union européenne et à la crédibilité que cette institution apporte. Et donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'alarme, il n'y a toujours pas de voyant quelconque où on se dit, bon, ben, c'est dommage et ça a beaucoup d'impact, la notation des agences. Donc, c'est pas non plus un argument valable pour dire qu'il faut absolument rembourser ou qu'il faut rembourser la dette. Aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'on se base. Oui, et donc le problème, c'est que la notation, c'est pas pour autant que la France est vrai. Oui, vous êtes supérieur à nous, sudistes, la France, les mauvais élèves de la classe, etc. Oui, d'accord. La Grèce aussi, la Grèce, elle avait eu une notation, je sais pas, de CCC peut-être, je sais pas de combien, mais elle avait failli faire défaut sur sa dette et on a dû sauver la Grèce en 2013 ou 14 par là. Et le problème, c'est que la notation de la dette n'est pas, disons, n'est pas indexée, ne suit pas cette capacité que tu demandais de baisser les taux, mais de faire plumer ses citoyens. Et on revient à la même chose. Si la France, elle a une notation un peu décente, et même si elle vient d'être baissée, c'est-à-dire on est dans une pente descendante dans laquelle la France, ça y est, vous nous avez réunis. Les PIGS, on appelait les pays, les mauvais élèves de l'Europe du Sud, les PIGS, les cochons quoi, de l'Europe. Vous nous avez rejoints. Voilà, il faut rajouter un F à cet acronyme-là. Et donc, le prochain pas, c'est de rapprocher la France de l'Espagne et de l'Italie et de passer en notation B. Ça va pas tarder très longtemps. Et donc, le problème, c'est que si on permet encore à la France une certaine confiance par rapport à cette capacité de rembourser sa dette, etc., d'être noté décemment, c'est parce que les citoyens français ont bon dos. D'accord, oui, ils ont bon dos, ils l'ont démontré, mais aussi on sait parfaitement que la France, c'est la première nation qui réagit populairement qui éclate, quoi. Bon, la Révolution française, c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire la France, c'est un pays, voilà, une cocotte minute, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que, ça fonctionnait pendant, voilà, 50 ans, que ça va continuer de fonctionner. Et c'est pas parce qu'on a bon dos qu'à un moment donné, on a bon Pourquoi ça va dos cesser de fonctionner? on a bon dos Pourquoi est-ce que pour ça va cesser de supporter fonctionner selon toi? ses impôts, on a bon dos pour ça, mais on a bon dos aussi pour, voilà, se révolter. Donc c'est ça le problème. Pourquoi ça va cesser de fonctionner? Tu me dis, ça va cesser de fonctionner, mais pourquoi? Et non, de par des questions, conjoncturelles, c'est-à-dire, de par des questions de moyen long terme. C'est-à-dire, on est d'accord que sur le micro, sur le machin, sur le mécanisme, purement, fonctionnel, machin, nominal, ça fonctionne tout ce mécanisme, que tu nous expliques. On le connaît. Mais le problème, c'est que c'est une question civilisationnelle, c'est une manière de c'est même je pense que ça dépasse l'économique, c'est la mentalité morale de ce qu'est que l'argent. L'argent, c'est pas, voilà, c'est pas du comptable, c'est pas non, c'est du réel. C'est des marchandises. Avant l'or, sur quoi se basait la dette, c'était une marchandise comme tout autre.
que ce soit pour la joaillerie, pour, voilà, pour des domaines industriels, c'était une marchandise. Or, la dette, si on considère la dette et ce système-là et la monnaie fiat comme marchandise, oui, elle peut être une marchandise, mais l'objet marchandise là, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est de jouer avec les projets Non, mais des humains, des citoyens. Retouré, je ne sais pas comment ça se prononce. Concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, va faire que demain, le système dont je te parle aujourd'hui, qui est de ne pas rembourser de la dette, d'utiliser les mécanismes d'inflation, d'utiliser les mécanismes de roulement de la dette et de jouer avec le pouvoir et l'éthos de l'Union européenne, qu'est-ce qui fait concrètement que demain, ces 3 mécanismes vont cesser d'exister et que l'on va devoir rembourser la dette? Concrètement, quel événement, qu'est-ce qui va se passer selon toi pour qu'on doive rembourser la dette? Parce que moi je te dis aujourd'hui, on n'a pas besoin et on ne doit pas la rembourser. Ça fonctionne très bien comme ça. Bah, ce qui me fait penser ça, c'est que les monnaies disparaissent, mais c'est pas un avis, c'est une constante historique. C'est-à-dire, c'est de même qu'avec l'Empire romain, c'est-à-dire que ça fonctionne à un moment, ça veut pas dire que, lorsque il arrive, par exemple, on s'est endetté lors de bah, la croissance, elle est tombée de 10 points, quoi, de 10 lors du covid et là, on s'est mis à mettre la planche à billets à Comment ça, fond la là. monnaie va disparaître? Si tu veux dire que là, selon toi, très bientôt, très prochainement, l'euro va disparaître, c'est ce que tu dis? Oui, 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 ça va se dévaluer, ce mécanisme dont tu parles, ça implique que ça va se dévaluer, mais au point de ça va plus rien valoir. C'est Mais c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi est-ce que selon toi parce qu'aujourd'hui, la valeur de l'euro, elle est plus ou moins stable, si on compare avec d'autres monnaies, on fait partie des monnaies les plus fortes et les plus stables, du monde. Pourquoi? Quel est l'événement qui, selon toi, va advenir et qui va faire en sorte que tout ce dont on parle aujourd'hui va devoir être changé? eh bien, c'est un Concrètement. ça va être une carestie, ça va être, une pénurie de diesel sûrement. Je sais pas, c'est-à-dire c'est des questions de ce genre-là. C'est des questions de, voilà, mondiales. C'est pas la dette comme je OK, te disais. mais alors j'avance parce que du coup j'ai un peu de retard, mais donc selon toi, ce qui va faire en sorte que l'on doive rembourser, la dette, c'est la pénurie des ressources naturelles. On va l'étendre pas qu'au diesel, on va dire pénurie de ressources naturelles. Mais est-ce que tu as conscience que cet argument-là, on va dire que l'ensemble des pays de la planète vont faire face à ce type de problématique et qu'on va dire que c'est un peu éloigné de la question de base? C'est-à-dire, répondre: «Oui, mais l'apocalypse arrive», c'est un peu Oui. éloigné. Non, 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 mais pas toutes de la même façon. La Russie, elle a pas trop des gros elle a pas à se faire des gros soucis. C'est pour ça que je te disais, les pays qui vivent sur de la dette devront passer à une économie qui se base pas sur de la dette et ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas faire. Pas pourquoi? Parce qu'ils portent une inertie. Ils ont la moitié de la population qui vit de manière parasitaire et donc ne serait-ce que, par la mentalité, il faut se conscientiser du fait que la dette, ça se paye. Que voilà, ça se paye et que, le mieux, le plus souhaitable, c'est de ne pas être endetté. C'est de sens commun, mais voilà. Pourquoi même, ne serait-ce qu'à niveau de mentalité, hein. Même si au final, bah, voilà, on va s'en sortir sûrement, mais on va s'en sortir par une nouvelle mentalité qui considère la dette pas comme, voilà, comme une source de bonheur, quoi. Comme la source du bonheur. En fait, je comprends pas trop où est-ce que tu veux en venir. Je vois pas le lien évident entre le fait, de devoir rembourser la dette. Je veux que je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Le fait de devoir rembourser la dette et le fait qu'il n'y aura bientôt plus assez de ressources naturelles pour supporter nos modes de vie. Alors oui, il y a un lien, mais ce que je veux dire, c'est que ça impacte tellement l'ensemble du monde que c'est une réflexion beaucoup plus profonde. Ce que je veux dire, c'est que la raréfaction et on va dire, les problématiques climatiques et environnementales qu'on connaît aujourd'hui, elles s'appliquent à bien plus de choses et à des points bien plus vitaux que la dette. Et le moyen de résoudre la question de la dette aujourd'hui de l'État, ne réside pas non plus dans la même réponse que celle aux problématiques environnementales. Alors je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Ouais, Je vois nulle pas en quoi c'est part, un argument.
Je vois pas Ça en quoi va c'est un de argument. Ça va de soi. C'est que pour toi, peut-être, tu as une perspective, tu as une vision de l'économie, qui est sûrement différente de la mienne. Je dirais, comme je En l'ai fait, dit au début. il y a pas une vision, il y a ce que l'économie est et ce qu'elle n'est pas. C'est pas une vision. Je t'ai bien expliqué qu'il y avait une différence fondamentale à faire entre la façon dont une entreprise ou un particulier devait gérer sa dette, la façon dont un État et un État devait gérer sa dette, dans la mesure où, comme je te dis, il est immortel, il y a des perspectives de remboursement bien plus infinies, l'État, il peut faire rouler sa dette, un particulier ne le peut pas. Ça, c'est ce qu'est l'économie, c'est pas une vision, c'est le fonctionnement réel de l'économie et on va dire c'est de l'ordre d'une réalité. Il y a des preuves tangibles. Si tu veux, c'est pas comme si on discutait de l'existence de Dieu où on a très peu de Ouais. preuves de son Non, mais existence, c'est beaucoup plus de preuves ces de. Tu vois ce que je veux mécanismes-là dire? Oui, mais ce mécanisme-là, on est d'accord, mais c'est-à-dire, au moment où il y a une grosse crise, géopolitique qui arrive, les gens, que tu dévalues, que tu fasses ce que tu voudras, mais ils vont plus te prêter. Peu importe si tu es capable de payer quoi non, non, ils vont se sortir. Ce mécanisme-là d'interdépendance va casser et donc Alors non, oui, ça fonctionne lorsque ça je vais fonctionne. t'expliquer Ça pourquoi ça va fonctionne pas pas casser. l'économie n'est pas un truc univoque. Ça fonctionne en 2 régimes de fonctionnement. C'est-à-dire, ça fonctionne soit en survie, soit fonctionne en confiance. Il y a des index, disons, il y a des degrés de confiance au long des civilisations, de l'histoire. Actuellement, on vit sur un degré de confiance énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a les États-Unis, le dollar qui domine, et cetera. Mais ça va se finir. Et à ce moment-là, bah, le régime de confiance sera différent. À ce moment-là, bah, ce sera plus la dette qui va tout faire fonctionner. Ce sera chacun pour soi. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que il est peu probable que ça advienne comme tu le décris. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsque tu as énormément de liquidités, mais vraiment beaucoup, beaucoup, et que tu veux sécuriser ces liquidités pour faire face à l'inflation, parce qu'aujourd'hui, quand tu as de l'argent qui court, et ça c'est valable pour tous les acteurs économiques, tu as 10 000 euros sur un compte, la pire des idées, c'est de garder ces 10 000 euros en liquidité. Pourquoi? Parce que tu as de l'inflation, peu importe la monnaie. Donc il faut les investir quelque part. Quand tu as énormément de liquidités, comme je te le dis, l'idée c'est de titriser cette liquidité, de la transformer en actif financier. Ce qui se passe, c'est que n'importe quel acteur, il préfère toujours le placement le moins risqué. Et on peut débattre, tergiverser autant que tu veux. S'il y a bien un placement qui aujourd'hui est le plus sûr, ce sont bien les placements relatifs à l'État. Et alors, en temps de guerre, et lorsqu'il y a justement des événements très importants, bien souvent, là où les gens vont mettre leur argent, c'est plus dans l'or, c'est fini, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça vaut rien, on en a partout, etc. C'est dans les actifs qui sont relatifs aux États. Et alors, OK. si tu mets ça en perspective, le fait que les actifs relatifs aux États, dont les obligations de dette de l'État français, sont sont les placements les moins risqués et les plus attrayants en temps de guerre. Et si tu mets aussi en perspective le fait qu'aujourd'hui, on a une concentration des richesses qui est de plus en plus importante, concentration des richesses qui donne, du coup, on va dire, une financiarisation de la liquidité de plus en plus importante. Si tu veux, il y a de plus en plus de liquidités qui passent dans le monde de la finance et on va dire que cette étape, elle est très peu réversible. Et si on ajoute au fait qu'il y a aussi une population dans le monde qui est vieillissante et que les personnes âgées, ce sont elles qui ont le plus de liquidité sur leur compte et ce sont elles qui sont le plus à même de venir fournir de la liquidité aux États par le biais d'achat de titres d'obligations. Donc en fait, on est même plus dans une tendance, on va se dire, il va être de plus en plus simple pour les États de trouver des personnes pour les financer parce que ce sont eux les figures d'autorité, de stabilité aujourd'hui qu'auparavant. On est davantage dans une démarche où le marché va s'améliorer du point de vue de la confiance envers les États qu'autre chose. Du point de vue financier, je parle. Je parle du point de vue financier économique et je parle plus particulièrement du cas de la France. Va pas me sortir un pays d'Afrique, du tiers-monde où tu as des putschs tous les 2 ans. Comme il a toujours été dit, la France fait partie du vieux continent. On est une nation qui a toujours été perçue positivement, même s'il y a des hauts et des bas. Donc Il la y a jamais dynamique eu aujourd'hui de la confiance, elle il y est a de jamais eu hausse. Elle est en hausse. il y a jamais eu de désordre social en France, ça a toujours été stable, machin, il y a pas eu de Si, 48 non, machin. non, non, mais bien sûr. Mais c'est comme ce que je dis, c'est incommensurable par rapport au désordre politique et géopolitique que tu peux avoir dans la majorité des pays du monde. C'est incommensurable. Donc, en termes de placement financier, malheureusement, c'est comme ça. Mais les investisseurs préfèrent les titres les plus sûrs. Et les titres les plus sûrs aujourd'hui sont ceux relatifs aux États. C'est Va voir au Congo au XVIIIe siècle si c'était plus stable ou moins que la France, hein.
C'est-à-dire, c'est pas parce que voilà, le paradigme actuel c'est comme ça, c'est que ça va être toujours comme ça. Mais de toute façon, le fait Les qu'en temps de Congolais guerre, n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'eau, l'État, d'accord? Nous aussi dans l'eau potable, si tu veux, il y a un niveau de développement qui est pas le même. Si demain, il y a quelqu'un qui doit annexer un autre territoire, le rapport de force, c'est la France qui le possède. oui, oui, contre qui? Donc les Euh, Congolais, voilà. Demain on doit récupérer et l'ancienne colonie belge et qu'on doit les annexer, c'est pour nous le qui moment, gagnons, si tu veux. La la comparaison, France, elle est pas viable. dans une génération, la France aura 50 millions de personnes. Le Congo, lui, il aura 400 millions, si tu veux. Tu Mais peu penses qu'il importe. faut combien de coupe-coupe contre une AK-47 ou contre un FAMAS? Tu crois qu'il faut Oui, combien de oui, coupe-coupe contre un FAMAS? tu raison, mais ça me va bien parce que tu parlais tout à l'heure en temps de guerre, c'est l'État ce qui est le plus fiable, machin, mais et puis l'or n'a plus de valeur. Bon, digression faite, l'or, il est en maximum historique. Aujourd'hui, hein, t'es mal barré parce que c'est aujourd'hui qu'on a, bon, hier pour le coup, qu'on a battu le record historique du prix de l'or. C'est quand même symptomatique, c'est à se le faire voir, quoi. Et l'or, il se révalue, et peu importe que ce soit l'or, peut-être c'est trop à l'ancienne l'or, mais le Bitcoin, d'autres moyens de confiance, d'économie de la confiance. C'est précisément l'État qui se trouve dans, voilà, totalement, délégitimé, mais par rapport au marché. Tout le monde sait qu'il ne faut pas investir dans des bons du trésor actuellement, il ne faut pas faire ça. Bah, on peut jouer, il y a une marge, mais on ne fait pas ça, quoi. Heu déjà la bourse est en train de voilà, va se casser la gueule à un moment donné, même si on continue à lancer la planche à billets comme tu es pour, mais ça a des limites assez claires, quoi. Et en temps de guerre, oui, peut-être à la limite, et lorsque les gens sont obligés de par conscription obligatoire, d'aller se battre contre son voisin qui ne lui a rien fait, ah oui, à ce moment-là, bah, c'est l'État qui te paye ou qui te soutient. Mais contre quoi? Bah, contre la peine de mort. C'est-à-dire, si tu fuis l'armée, bah, t'es mort. Et donc, si c'est ce type de confiance que tu attribues à l'État, voilà, c'est pas le genre de confiance que j'ai en tête, quoi. C'est ça le problème. Tu parles de l'or. Moi, je trouve assez intéressant parce que ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, on a une hausse très, très, très importante de la valeur de l'or, mais c'est une hausse sur les marchés financiers et c'est une hausse qui est de nature spéculative. La différence entre un placement, pour un État et un placement dans l'or, donc dans une ressource naturelle, c'est qu'il y a quand même à un moment où la notion de rareté et de production vient rattraper la dynamique spéculative de la valeur. C'est-à-dire que certes, aujourd'hui, on est dans une croissance très importante de la valeur de l'or sur les marchés financiers, seulement que lorsqu'il va véritablement être question d'obtenir, parce que en fait, il faut aussi comprendre que de façon générale, les gens qui achètent de l'or, ce sont soit des fonds d'investissement, mais qui le font avec les portefeuilles de leurs clients qui sont issus de la classe moyenne, soit c'est la classe moyenne directement qui le fait. Ce ne sont pas les mêmes profils d'investisseurs qui prêtent à un État comparé aux profils d'investisseurs qui achètent de l'or. Ce que je veux dire, c'est que lorsque les investisseurs qui investissent dans l'or, par exemple, ce sont des personnes qui, en temps de crise, vont vouloir récupérer leurs billets. Donc, qui vont avoir besoin d'échanger beaucoup plus rapidement que les personnes qui investissent dans les États leurs titres d'or en liquidité. Le problème Voilà. étant que, vu qu'aujourd'hui, on a eu un décrochage important entre la valeur de l'or et la véritable rareté qui est devenue l'or liée à sa production, lorsqu'il va y avoir un mouvement de panique, si tu veux, de personnes qui vont vouloir retirer leur billes, on va dire que cette différence de valeur véritable entre ce qui est devenu et ce qui a entraîné la spéculation et ce que vaut vraiment, ça va vraiment être catastrophique sur le plan, on va dire, de la chute en termes de valeur. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ce que je veux dire, Oui, c'est oui, que l'or n'est non, mais pas en un placement. réalité, je pense, tu connais pas bien le système de l'or, tu me donnes la raison sans le savoir. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait des ETF, voilà, il y ait des papiers, des titres sur l'or qui n'existent pas et qui ne vont pas pouvoir être euh, portés au moment voulu, et c'est pas ça qui va dévaluer l'or.
D'ailleurs, même si l'or se dévaluait, il se dévaluerait moins que la monnaie fiat. Mais d'ailleurs, le problème est que c'est par ce système-là qu'on baisse, qu'on freine le prix de l'or. C'est pas cet argument comme quoi l'or, il vaudra plus rien. Mais non, l'or, il vaut toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que les principaux détenteurs d'or du monde, c'est les banques centrales. C'est pas, c'est-à-dire, lorsque leur monnaie fiat aura fait défaut, c'est l'or qui va rester. Ce qui reste, c'est l'or. C'est précisément l'or qui reste. Et tous les titres qui ont fait baisser, qui ont forcé le prix de l'or à baisser artificiellement, tout ça, ça va pas être. Voilà, il y aura pas mal de gens qui pensent avoir de l'or, qui vont se rendre compte qu'ils n'en avaient rien. Mais ceux qui auront de l'or, bah, ils vont se sauver, précisément. Et pourquoi? Parce que le prix de l'or, il va rester stable. Et même s'il descend, ça va jamais descendre autant que la chute totale que va prendre la monnaie fiat. C'est ça, tout le monde sait ça, quoi. C'est la base du marché de l'or, quoi. C'est- Tout le monde est au courant, quoi. Oui et non. Parce qu'en fait, ce raisonnement-là, il repose sur une dynamique où, à l'époque, les quantités, les volumes d'extraction de l'or étaient beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que la rareté de l'or, elle suivait tout de même un tant soit peu, la rareté de l'or suivait tout de même un tant soit peu sa valeur, on va dire, du point de vue de ses titres. Les titres suivaient un tant soit peu la rareté. Seulement qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est là la différence majeure, c'est qu'on a quand même un changement radical qui s'est opéré de ce point de vue-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'or, ce n'est plus autant une valeur aussi sûre qu'auparavant. Et d'ailleurs, dans l'usage aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même. Mais Non. si on revient à la dette, parce que du coup, on a beaucoup, beaucoup dérivé, je dois avouer que je me suis perdu. Oui, des dérivés financiers, il me semble. Oui, Et on donc, a beaucoup je dérivé, reviens, en parce que fait. là, on est parti sur le débat or versus dette, mais c'était pas trop, Oui, trop la question à la base. tout est lié, mais oui, vas-y, si tu veux, on peut faire le lien. Vite fait, je te dirais juste pour clôturer cette question de l'or, hem, la question de la production de l'or, elle est de l'ordre de 2 000 tonnes par an. Et il y a 200 000 tonnes déjà produites. C'est comme, si tu veux, c'est comme le Bitcoin. Euh, Chaque année, on produit, on mine des nouveaux Bitcoins, etc. Qu'il y ait une petite inflation sur l'or, c'est pas du tout grave, c'est escompté, il n'y a pas de souci. C'est précisément sur ce système-là que tu bases ton système fiat, c'est-à-dire le fait que l'on génère un peu plus de liquidité chaque année. Et donc, c'est négligeable la quantité d'or qu'on mine, qu'on extrait annuellement. C'est parfaitement. Et la seule peur qu'ont tous les détenteurs d'or, c'est qu'Elon Musk réussirait à aller sur une comète, un météorite avec voilà, 50% de concentration en or. Mais ça, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Et voilà. Et à vrai dire, ça n'aurait pas vraiment d'effet, mais bon, peu importe. C'était pas là la question. Je trouve quand même curieux la comparaison entre le BTC et l'or, mais c'est pas le débat. Moi, ce que je voulais avancer sur un point, c'est qu'il y a quand même un truc. Si demain tu te dis bon bah je rembourse, je rembourse l'intégralité de ma dette, il faut quand même se rappeler que dans les années 2000, sous Jospin, on avait un surplus, un excédent de budget de 50 milliards de francs. Tout simplement parce qu'en fait, on n'était pas assez endetté, si tu veux. Donc on a fini excédentaire sur un budget. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, immédiatement, ils se sont dit, bon, ben, vous avez prélevé trop d'impôts, vous devez rendre l'argent français. Ça aussi, c'est un argument sur lequel je voulais qu'on vienne, qui est dans la mesure où l'État ne peut pas se permettre d'être excédentaire. Ne plus être endetté, c'est rendre la tâche encore plus compliquée pour avoir un budget à l'équilibre. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de travailler avec des collectivités territoriales, notamment par exemple tu as des mairies, etc., qui se doivent d'avoir un budget à l'équilibre. C'est pas facile. Du point de vue des mairies, heureusement que de façon générale, il y a l'État, etc., pour aider à gérer. Mais imagine un État, lui, qui n'a pas de hiérarchie au-dessus, pour obtenir un budget à équilibre et pour ne pas susciter un mécontentement très important et une instabilité politique très importante, la dette, elle a aussi un rôle quelque part de régulateur de ce point de vue-là.
D'ailleurs, les mecs, juste faire Oui, mention qu'il reste très peu de temps avant la fin du débat. Je sais pas si vous voulez encore que je vous donne 5 minutes pour continuer oui, la discussion libre ou bien passer à la conclusion directement. d'accord, je vais répondre à ça. Mhm. Hem, alors non, j'ai pas eu l'occasion de travailler auprès des instances municipales ou autres ou collectivités machin. Je suis un métèque, je suis un espagnol, j'ai pas le droit de ça. Mais, disons qu'un budget à l'équilibre demande de la dette. D'accord, on est d'accord, c'est le système dans lequel on se trouve. Un budget à l'équilibre demande de la dette. On est certain, d'accord. On Donc va dire à l'équilibre négatif, pas à l'équilibre positif. peu En importe, c'est mais pour que ça afin que ça marche tel comme ça marchait jusqu'ici, ce, parasitisme généralisé vit sur la dette, on est d'accord. La question est-ce que ça c'est tenable? Bah non, il y aura pas de budget équilibré, mais à 5 ans, 10 ans, ça va il va falloir passer par une phase de budget qui fasse faillite, quoi. C'est-à-dire, ça va pas tenir. C'est comme ça. Bon, au moins, c'est ce que je propose et ce qu'on nous annonce depuis longtemps. Pourquoi? Parce que, et on le voit de plus en plus approcher, parce que c'est la logique de la dette, c'est comme ça, quoi. Et donc, oui, pour soutenir un état du bien-être, ce que tu appelles un budget équilibré, il faut continuer de vivre sur la dette. Mais un état du bien-être, ça, c'est limite. Et c'est ce qu'on discute ici en partie. OK. De façon plus rationnelle, de façon plus pragmatique, on va dire, heu, moi, j'avance le fait qu'on ne doit pas rembourser la dette, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit en début, en introduction, on n'a pas de moyens efficaces à l'heure actuelle de la rembourser. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer rapidement, quelles sont selon toi les solutions viables, heu, pour rembourser la dette? Et les solutions viables pour rembourser la dette, c'est anticiper, heu, faire le deuil, si tu veux, par anticiper. Ne pas attendre, Mais là, pardon, en fait, la question est de savoir, les 3 200 milliards, on les trouve où? ah oui, c'est-à-dire, il faut découper les dépenses de l'État. Tout simplement, il faut rendre l'État compétitif. Voilà, tant qu'on pourra, quand on aura le temps. Et puis en partie, on peut faire c'est-à-dire les mécanismes dont tu parles, ça se fait. On peut baisser les taux et tout ça, oui, ça se fait. Mais Mais alors en même attends, temps, parce que mais pas rendre pour rendre perpétuer la compétitif, dette, pas est-ce pour est-ce que tu as perpétuer. conscience est-ce que tu as conscience que pour rendre l'État compétitif, il va falloir investir? Et que pour investir, tu le trouves où l'argent alors que tu es censé réduire les dépenses? Bah, Est-ce que tu es conscient que pour rembourser la dette, il faut bien que l'État puisse percevoir une certaine source de revenus qui dépend du niveau de sa population. Or, si demain l'État arrête d'investir et de favoriser le bien-être et la croissance économique de sa population, tu comprends qu'il n'y aura plus assez de recettes non plus. Quelle est selon toi une solution viable pour faire en sorte de pouvoir rembourser la dette? déjà, le propos du débat, c'est: est-ce que l'État français doit-il rembourser sa dette? C'est doit-il, ne pas peut-il, c'est doit-il. Et donc, j'ai dit tout le long du débat, c'est que on va se casser la gueule. À un moment donné, ça veut dire que peut-être qu'on on pourra Oui, même enfin, pas sans rembourser la preuve. dette. C'est Moi, je t'avance des preuves comme quoi ça ne va pas se casser la gueule. Toi, tu avances des preuves comme quoi ça va le faire, mais tu avances ce fait, mais tu as pas de preuves à ce sujet-là. il y a pas de On a preuve, débunk le de futur l'inflation, n'existe pas toujours on a pas. débunk l'inflation, on a débunk, les crises climatiques. Je sais pas quels sont tes arguments pour dire que ça va se casser la gueule. On a débunk les crises climatiques, on va déba non, non, on a débunk rien du tout. Tu m'as dit, tu m'as fait: «Il faut que je fasse, un effort, de foi, de te croire comme quoi l'inflation elle est bien indexée, on la manipule pas». Moi, j'ai pas eu de preuves, hein, et tu as même reconnu que l'inflation était mal calculée, mais tu t'es sorti de nulle part, comme quoi Non, elle non, ne l'est pour moi, l'inflation ne est l'est correctement plus. calculée. Il faut te croire, il faut te voilà.
Donc, est-ce que tu as des banques, les crises climatiques, est-ce que tu as des banques, la pénurie, les pénuries des gisements de pétrole, ne serait-ce que ça, on n'a J'avais rien expliqué de banque du que tout. la Et problématique des ressources climatiques n'impactait pas spécialement et exclusivement la question de la dette et qu'il y avait des questions bien plus importantes et relatives, c'est pas le, à cette c'est pas le problématique qui climat, hein, moi nécessitaient je d'être parle pas, traitées j'ai particulièrement. jamais parlé de climat d'ailleurs. C'est pas le climat, Oui, mais c'est tu parlais les du prix. pétrole, mais bon, peu importe. Parlons du pétrole, mais ça revient au même. Non, du tout. Pour moi, les problèmes avec les écologistes, c'est que, écoutez, ben, s'il va y avoir de plus de catastrophes, ça peut arriver, mais les catastrophes localisées ici, là, qu'il y ait des inondations, ça peut tenir. Qu'il faut changer les cultures, cultiver des patates au lieu d'autres trucs, bah, c'est pas grave, on change, on s'adapte. Et le problème, c'est les problèmes énergétiques et d'extraction minérale pour moi. Donc, pour moi, il n'y a pas un souci. Voilà. Le climat, voilà, on s'y adapte. C'est bon. Les mecs, je veux vraiment pas vous Après, couper dans le débat, mais ouais, il faudrait vraiment faire la conclusion de ça bien sous peu. et c'est qui doit conclure? Je laisserai War commencer, vu que tu as commencé, Bruno. Allez, ça va. Par quoi commencer? En fait, je vais juste peut-être récapituler les arguments, pourquoi l'État ne doit pas rembourser sa dette. Ça sera plus simple. Pour moi, c'est des arguments qui sont assez clairs et malheureusement, bon, tu m'as pas trop convaincu sur, pourquoi ces arguments n'étaient pas valables, donc je vais juste les récapituler puis je pense que ça suffira. Donc comme je l'ai dit en introduction, l'État il a une capacité, d'émettre sa propre monnaie. On l'a vu que c'est pas exactement le cas dans l'Union européenne. On peut pas, émettre sa propre monnaie en tant que France, mais on a des mécanismes et des leviers pour, se substituer et avoir les mêmes effets. Hem, on voit aussi qu'en soi, ce qui est important, c'est pas le montant de la dette, mais davantage la capacité de l'État, à assurer le paiement des intérêts. Qu'avec la méthode, du roulement de la dette qu'on utilise du coup depuis, 74, ça fonctionne très bien aujourd'hui. On paye simplement les intérêts et on titrise les autres obligations de remboursement. J'ai aussi expliqué qu'aujourd'hui l'économie et le développement économique de la France, et de beaucoup de pays développés étaient très largement liés à la dette et à l'endettement des États. Chercher à réduire au maximum, et donc à rembourser, en l'occurrence, la dette, c'est pas une bonne chose. D'autant plus qu'on a des taux d'intérêt qui sont à bas, qui tendent aujourd'hui à rester plutôt relativement bas, qui favorisent, ce phénomène, d'endettement perpétuel. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas considérer, une entreprise comme un État, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même longévité. Et puis évidemment, enfin, le point pour moi le plus important, peut-être qu'on n'a pas eu assez le temps de développer dans ce débat, qui aurait été le plus intéressant, est tout simplement le fait que, rembourser cette dette aujourd'hui, c'est absolument impossible. Ça implique, des politiques, d'austérité, absolument épouvantables, qui freineraient la croissance et qui auraient l'effet inverse, de ce que l'on vise, à savoir améliorer l'économie aujourd'hui. Voilà. Merci d'accord. beaucoup, War. Tu peux aller, Lat? Oui, et Ou donc, Bruno. merci. Bah, je suis ravi d'avoir discuté avec toi, en tout cas. Et je conclurai du fait que j'entends tes arguments, je les prends en compte, et, mais je pense que j'ai montré, pas, l'économie ne consiste pas à démontrer, ça se démontre par des, voilà, par des pas assez courts. Heu, mais il y a pas une explication totale en économie. L'économie fonctionne sur des statistiques, sur des probabilités, et on va pas démontrer que, l'État va faire faillite au bout de 100 de dette. C'est toujours, une science humaine, au final, donc il y a pas de démonstration, ultime. Mais j'ai montré que, l'économie, il y a 2 façons de considérer l'économie. Toutes les 2 sont valables, mais, elles sont elles dépendent l'une de l'autre. C'est l'une des notions, c'est l'économie comme dette, l'économie sacrificielle, l'économie qui est toujours en fuite, en avant. Et voilà. Et l'autre vision, c'est laquelle tu avais défendue, il me semblait.
Et même si c'était pas explicitement. Mais moi, j'interprète cette vision comme une sorte d'économie girardienne, anthropologiquement sacrificielle, comme un rituel d'à chaque fois, voilà, générer, créer de l'argent, le détruire, machin, en permanence. Alors qu'il y a une autre vision qui consiste à comprendre que l'argent, c'est pas un jeu. Et l'argent, c'est pas un jeu, c'est pas un rituel. L'argent, c'est des choses. C'est des choses c'est des marchandises. C'est du réel. Et je dirais pas que cette vision, elle est supérieure à l'autre. Non, c'est deux manières de fonctionner en société, mais que lorsque l'une d'elles est poussée à bout, bah, elle laisse la place à l'autre. Et mais qu'en temps normal, elles sont mélangées, elles sont compensées, mais qu'actuellement, on a poussé trop la machine dans ce mécanisme-là qui est le mécanisme de la dette. Et qu'à un moment donné, il y aura un truc dans cette chaîne globale de la dette qui va casser. Et à ce moment-là, heureusement, il y aura cette autre perspective de l'économie comme argent comptant et trébuchant. C'est-à-dire des trucs, voilà, des ressources réelles et pas des promesses, de la confiance, du crédentiel d'un État ou d'un autre, parce que sûrement il y aura des États qui ils ne seront plus même plus là. C'est-à-dire, les États ne sont pas éternels et de se baser sur l'État pour, voilà, pour croire que l'économie est basée juste sur la logique étatique, c'est une vision limitée de l'économie parce que l'économie, certes, comprend l'État, mais il y a des moments dans lesquels elle peut s'en passer. Elle a pas besoin, l'économie, l'argent n'a pas besoin de l'État pour exister. C'est ma position. Merci beaucoup, Rhett. Du coup, actually, je viens de réaliser, en fait, ça aurait dit Work qui aurait dû terminer. Du coup, je sais pas si Work, tu vas avoir 2 minutes de plus juste parce qu'il te reste, il te reste 9 minutes de retard au chrono. Ou sinon, je peux arrêter le débat maintenant si Oui, 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 bah, je peux continuer, mais disons que sur le fond, j'ai 2 minutes. oui, oui, bah, disons que je peux continuer. En fait, le truc, c'est que sur le fond, bon, j'ai un peu tout dit. J'ai plus de contre-arguments ou peu d'arguments que Rhett a avancé, donc ça sera peut-être sur la forme, si je peux me permettre. Je trouve que tu es trop dans une vision, déconnectée et dématérielle, de l'économie et que tu philosophes un peu trop, sur ce que c'est vraiment, alors qu'à mon avis, ça s'approche davantage par des mécanismes rationnels et assez concrets. Mais en soi, la conclusion est un peu trop gambergeante à mon avis. Mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour ce débat. Je ne sais pas si Boris, tu veux monter et faire un commentaire. Et aussi pour les gens qui voudraient monter, Féo va envoyer bientôt le bot pour les votes. Les notes de 0.5, 1 et 5 doivent être justifiées. Donc, ouais, c'est mal ça. Boris, tu es là? Excuse-moi, est-ce qu'on a le droit de voter pour soi-même? Alors, en C'est pour théorie, vous ne votez pas pour ce pour débat. voter. Non, en réalité, c'est pour voter pour Work, parce que voilà, Ah, pour le rendre un petit service, ça va être compliqué pour lui, mais ouais, et il était. Mais ouais, non, en théorie, non, c'est vraiment pas de vote. Non, pas pour vous ni pour votre pas pour vous ni pour votre opposant. Donc, ouais, d'accord. pas de souci. Du coup, est-ce que des gens Merci en voudraient tout cas montrer pour merci en tout cas tu dis? pour organiser ce type de débat parce que c'est Ah, assez pas de souci. Ça fait plaisir. intéressant. Merci, mais aussi merci à Boss pour l'organisation. Ouais, ok, Nocto veut monter. Je te fais monter Nocto. Nocto, ça va? Salut, je sais pas si j'ai demandé à monter, mais Ah ben j'ai vu ta main levée. Peut-être que ah oui, peut-être ok, qu'il y a erreur. d'accord. Non, bah écoutez, non, c'était un débat très agréable à suivre. Alors je l'ai pris en cours de route, hein, vous m'excuserez. Il y a un truc sur lequel j'ai tiqué un moment, je sais pas si c'est Rhett ou Work qui a dit ça, qui a parlé de mauvaise monnaie et de bonne monnaie, c'est ça? Ou alors j'ai mal compris? Oui, c'était moi qui l'a C'est dit. Rhett qui en parle. Il y a des théories, quoi. Bah, moi, je faisais référence à Maxime Izoulet, par exemple. Il parle pas de mauvaise monnaie, j'ai parlé de pseudo-monnaie. La monnaie financiarisée, la monnaie fiat comme pseudo-monnaie.
Comme quoi, c'est cette affaire comme quoi on demande une réserve. Actuellement, on demande une réserve aux banques de 10% des dépôts. Qu'on ne puisse pas prêter plus disons, de 10 fois plus de ce que l'on a en dépôt. Et pour lui, pour la théorie, c'est une théorie, il a une thèse dessus, hein, Maxime Isoulé, qui suit la vision d'André Orléans, un économiste français. Oui, Et bien sûr. et lui, il parle du fait que cette monnaie gonflée qui se base sur le prêt et sur la dette, c'est de la pseudo-monnaie. Après, j'ai traduit ça par la mauvaise monnaie, etc. Parce que, bon, à l'époque, bon, il y a des thèses en économie par exemple, il y a un théorème qui consiste à dire la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire, on thésaurise la bonne monnaie. Et une fois que la mauvaise monnaie, on l'appelle mauvaise pourquoi? Parce que la mauvaise monnaie, celle qui a été frelatée, par exemple, à l'époque romaine, bah, et on rajoutait de l'étain ou du cuivre à l'argent et ça se dévaluait. Et donc, on va fonctionner avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'on va garder la bonne. C'est pas parce que dans l'absolu c'est la bonne, mais c'est parce que au moment où cette monnaie se dévaluera trop, on va se passer de la mauvaise et on va et ceux qui auront gardé la bonne, c'est les seuls qui auront quelque chose, sous la main. C'est pour ça qu'on l'appelle bonne parce que, si la monnaie fait faillite, il y a que la bonne qui va rester debout, en place. Un peu ça. Ok, d'accord, je te remercie. Work, je crois que je veux pas trop monopoliser, je veux pas faire un débat dans le débat, mais Work, dis-moi, tu penses quoi de l'épargne? Ça dépend pour qui? Bah, si je te dis par exemple, est-ce que, enfin, je vais pas faire un débat dans le débat, mais juste toi, ton avis vite fait là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un État doit encourager les consommateurs à épargner? Oui, moi je pense que c'est quelque chose de sain, mais il faut favoriser du coup, si en tant qu'État, hein, je parle d'un point de vue d'un État, va pas encourager des gens à épargner, par exemple, dans des entreprises américaines, hein. Tu encourages les gens à épargner dans des entreprises de ton secteur, forcément. Ça coule de source. Mais en soi, Ouais, c'est une bonne chose. Après, il y a aussi une donc, perspective, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, à la base, les marchés financiers, ça a été créé pour faire en sorte que pour accentuer l'innovation. À l'origine, on a créé les marchés financiers. Bon, en partie, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons était de faire en sorte que les petites entreprises ou les moyennes entreprises avec des produits innovants puissent trouver des investisseurs. À la base, c'était ça. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça. Aujourd'hui, pour être coté en bourse, il faut déjà avoir un très beau palmarès, avoir déjà fait ses preuves, etc. Donc, on s'est beaucoup éloigné de l'objectif de base des marchés financiers. Donc, on va dire que c'est une bonne chose pour un État, effectivement, dans la perspective d'un État. Après, pour un particulier, ça dépend de ton profil, de ton profil. ok, d'accord. Je vous remercie tous les deux et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Necto. Salut tout le monde. Du coup, moi, je suis ni d'accord avec l'un ni d'accord avec l'autre, dans le sens où je pars du principe qu'on ne pourra jamais rembourser cette dette et faire rouler la dette est extrêmement dangereux parce que en fait là on voit les taux directeurs augmenter. Toi tu dis je suis convaincu que je sais pas, tu dois avoir une boule d'Irma work mais en fait on prévoit quand même une charge de la dette qui va monter à peu près 90 milliards en 2027. Donc déjà que Non, 60 milliards on est c'est une étouffé. équation purement linéaire. C'est juste, tu prolonges la courbe. Enfin, ce n'est basé sur aucune. C'est purement mathématique, si tu veux. Alors qu'en fait, derrière, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah ben c'est sûr, si on a une inflation qui Ouais. si on Je a une vois de quel inflation, si on non, a je vois quel graphique tu parles. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont juste pris l'évolution de la dette entre 2023 et 2024, ils ont pris ces 2 points et ils ont tracé une droite. En gros, c'est ce qu'ils ont fait c'est pas comme ça qu'on fait prévision, en économie. On trace pas une droite entre 2 points. Oui, mais ça n'empêche que les taux vont augmenter pour notre dette. Et comment on va faire? Comment on va faire pour ne serait-ce que payer nos fonctionnaires
payer tout ce qui doit être payé. Aujourd'hui, on essaye de gratter dans tous les coins. Rez disait qu'un État doit être productif, hein, il doit rapporter de l'argent. Non, en fait, un État, ça coûte de l'argent. Et on n'oublie pas, faut pas oublier que derrière, il y a des services publics. Et ceux-là, on les oublie. Moi, j'en fais partie et je vous garantis qu'on est sous-doté. Et c'est très dommageable. C'est très dommageable pour les usagers. Donc, en fait, on ne peut ni rembourser cette dette, ni la faire rouler. Donc, concrètement, il faut pour moi faire un moratoire, au moins sur une partie de la dette, voire peut-être une grosse partie de la dette. Et pendant 20 ans, tu t'occupes tout seul et on repart sur le bon pied. Parce que moi, personnellement, je me dis, on va droit dans le mur. Et ce qu'on fait, c'est juste nous remettre du poids au boulet que l'on a à la cheville. C'est tout ce que l'on fait. Et Work, moi, je me dis, ce que tu proposes n'est pas crédible. C'est ce que je pense. Work, tu as une réponse? Oui, de quel point de vue tu penses que c'est pas crédible? Est-ce que tu peux. Parce que tu as évoqué beaucoup Faire rouler d'éléments. la dette, faire rouler la dette, par exemple, c'est quelque chose de très dangereux. Tu penses que c'est pas crédible vis-à-vis de l'augmentation des taux d'intérêt? Par exemple, ça c'est l'une des choses. Mais par exemple, comme le disait Rhett, les Américains, une fois que l'hégémonie américaine sera révolue, on peut peut-être penser aux BRICS, on peut penser à plein de choses. À ce moment-là, la dette, la bulle spéculative du dollar va exploser. Et c'est l'une des plus grosses au monde. Est-ce que tu veux être sûr que les taux directeurs vont pas exploser et que là, notre dette va pas nous coûter 100, 200 milliards, 300 Non, milliards, il y a 500 milliards? absolument aucune certitude. On peut faire des probabilités éventuellement. Mais non, il n'y a aucune certitude. Il n'y a pas de certitude là-dessus. OK. Du coup, M. Félix, si Ok. tu as une réponse, tu as une question aussi pour Rhett ou pas? Non, bah, c'était juste pour parler un peu. Après, si Voilà, je voilà. peux avancer peut-être, parce que tu parlais des postes des dépenses, du fait que dans le public, on manquait d'argent. C'est ce que tu disais. Ouais. Et que bon, ben, on continue à s'endetter, mais que malgré tout, on manquait d'argent. Je pense que la solution sur ce point-là, elle est davantage relative à véritablement la gestion et la philosophie qu'ont aujourd'hui les acteurs qui interagissent avec l'État que relatif à la dette. Je m'explique. Tu es au courant que, je sais pas si tu regardes un peu les appels d'offres, je parle toujours de ça parce que pour moi c'est un peu l'essence Non. du fonctionnement aujourd'hui des administrations, mais quand tu as n'importe quelle collectivité territoriale ou service public qui fait un appel d'offres, les prix des personnes qui répondent à cet appel d'offres, ils sont quasiment toujours 2 fois supérieurs à un prix que tu obtiendrais dans le privé. Et en fait, si tu veux, cette sorte de logique de considérer que l'État est une énorme vache à lait qu'on peut traire à volonté, il faut s'en débarrasser. Et tant du point de vue de la réponse aux appels d'offres, tant du point de vue du comportement des gens vis-à-vis de la sécurité sociale, par exemple. Et ça, c'est une vraie prise de conscience de la de ce qu'on a aujourd'hui en France, qui est de mieux gérer et de davantage optimiser les dépenses et d'arrêter de vraiment considérer qu'on est sur de la monnaie hélicoptère qui est imprimable à tout va. Parce qu'il y a quand même un coût derrière. Comment tu peux rationaliser les dépenses? Comment tu peux réellement te dire, aujourd'hui, on a des valeurs, on les oublie, on oublie de faire les APL, de faire l'allocation familiale ou je ne sais quoi, parce que C'est pour parce que rentabiliser. Mais qu'est-ce non, que non, je dis qu'est-ce juste que tu manges que alors? les gens, Qu'est-ce que tu bouffes? que par exemple les entreprises, en fait, c'est purement de la morale, si tu veux. Là, on rentre dans un débat moral. Il faut que juste que les entreprises, par exemple, qui répondent aux appels d'offres, elles renoncent à cette volonté de faire énormément de profit et se contentent de faire un peu de profit. Et là, tout est la question. Je C'est sais que pas c'est comme ça que impossible, ça fonctionne. C'est pas mais c'est comme ça que malheureusement ça fonctionne. Tu c'est sais notre bien qu'au société niveau aujourd'hui, mondial, on n'est pas dans ce jeu-là. c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Que ça devrait, mais selon quoi? Le Selon leur capitalisme, c'est une guerre sans mort et ça permet justement d'être en conflit permanent et de continuer d'avoir une production encore plus importante que si tu étais en vraie période de paix. Comme le but n'est pas Je de faire finis avoir un débat vite dans fait. le Ah, vas-y, 30 Work, vas-y, secondes. réponds. 30 Vas-y, secondes. vas-y. Ce qui Ouais, aujourd'hui ouais. plombe l'économie, d'accord, c'est le fait que les dépenses de l'État ne sont pas justifiées. C'est-à-dire que, si tu veux, le rapport qualité-prix de ce que l'État fait n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'un particulier qui va acheter 1 kilo de bananes, il va le payer 10 €. C'est pas ça du tout, mais bref, c'est pour que ça soit simple. Un particulier qui va acheter 1 kilo de bananes, il va le payer 10 €. L'État, aujourd'hui, quand il va acheter 1 kilo de bananes, il le paye 20. Pour des raisons qui ne sont pas économiques. Tout simplement pour des raisons de la perception qu'ont aujourd'hui les personnes vis-à-vis de l'État, qui se permettent de surfacturer l'État parce que c'est l'État, et en plus les fonctionnaires qui cautionnent ça. Voilà pourquoi. Merci beaucoup, Work. Merci, Pollux, pour la question.
et l'échange. Richard, tu avais une question de ta part? Moi, j'avais pas vraiment une question, mais plus une remarque. Je pense que ni l'un ni l'autre, ni la solution de rouler la dette est une bonne solution, ni l'annulation de la dette est une bonne solution. Si on fait rouler la dette, bon, quelque part, ça veut dire qu'on ne change rien. Parce que tant qu'on peut rouler la dette, il n'y a aucune raison de faire des coupes budgétaires, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Et on restera dans cet engrenage. Et cet engrenage nous fait perdre notre souveraineté. Parce qu'il faut savoir que la dette, si c'était le Japon, on pourrait être à 200% de dette de notre PIB, puisque au Japon, la dette appartient aux Japonais, en quasi-totalité. Or, en France, la dette, elle n'appartient pas en majorité aux Français. Plus de 50% de la dette appartient à des intérêts étrangers. Et ces intérêts étrangers, eux, ils s'en foutent des intérêts de la France. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur argent, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par des coupes budgétaires ou pas, eux, du moment qu'ils ont un retour sur investissement, ils s'en foutent de la politique française. Et ils sont prêts à tout pour obtenir le retour sur investissement. Par contre, si on annule la dette, malgré tout, il y a quand même 49% de la dette qui appartient à des Français ou à des institutions françaises. Ça veut dire que votre argent que vous avez épargné toute votre vie, il ne vaut plus rien. Parce que du jour au lendemain, oui, un État ne meurt jamais, mais un État peut vous dire votre argent, on vous le prend pour rembourser la dette. Mais on ne vous le rend pas, quoi. Okay. Ou alors on vous met des taux d'intérêt quasiment inférieurs à l'inflation. Donc tous les ans, la dette, les gens perçoivent quand même leur argent. Hein. Quand on fait rouler la dette, c'est le principe, tu récupères quand même ton argent. Donc les Français récupèrent leur argent. Ah ben ça dépend de. Il y a deux stratégies. Tu fais rouler la dette, ok. Mais si ton inflation est plus élevée que ton taux d'intérêt, en réalité, tu perds de l'argent. C'est-à-dire que si tu as une inflation de 5% et que ton compte épargne te rapporte 3, tu perds 2%. Donc en réalité, il te vole ton argent. Donc quelque part, oui, il va rembourser la dette, mais il va rembourser la dette avec l'argent des Français. L'argent des Français qui, eux, ils ont épargné. Donc, oui, effectivement. Après, il y a aussi quelque chose à faire attention parce que tu te bases sur un chiffre de 45%, c'est ça? Enfin, le chiffre des 40%, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de ménages dedans. Alors, les amis, je vous propose de continuer dans les chills. On peut continuer ce sujet dans les chills. Là, on va terminer, on va clôturer. Les votes sont en train de tomber. Hein. Voilà. Donc, merci en tout cas à Red et à Work pour leurs prestations. Et puis, les résultats arrivent. Et Richard, tu peux continuer avec ta question en chill, tranquillement. OK? Merci à vous. Allez, merci les gars. À tout de suite. On descend en bas. Merci à Pic aussi pour leur arbitrage. Merci beaucoup. Et à Féo pour le. Voilà. À de suite. À plus.